Bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. J'ai la joie de recevoir Seb Seb, slammer, artiste, compositeur, toulousain. Il va nous parler de son métier d'artiste, de ses créations, de son parcours également et bien sûr de ses actualités. Bonjour Seb Seb. Salut. Alors, comment doit-on t'appeler? Seb Seb, Sébastien, le zèbre? On va commencer direct par ça. Bah écoute, plutôt Seb Seb, hein, c'est Seb mon, c'est Seb, mon, c'est mon nom de scène, mais c'est aussi mon surnom. Donc voilà. c'est ton surnom. Je vais te présenter en quelques mots et puis on entamera notre entretien. Parfait. Donc, tu as commencé la musique très tôt, en autodidacte. Tu étais avec un groupe, I Remember, c'est ça? I remember, I absolument. Remember. Donc, c'était plutôt des scènes reggae dance hall français. Complètement. Hein. Donc, tu as sorti cet album avec ce groupe, tu as fait des tournées au Chili, en France, des concerts dans tout un tas de lieux, l'Élysée-Montmartre, par exemple. Euh, Tu as vraiment aiguisé ta plume. Alors, je vais peut-être mal prononcer encore ce mot. Tu as travaillé avec un de tes collègues, de Shaki Muni. Shakyamuni. Shakyamuni. Donc, tu as vraiment affiné ta plume slam sur les scènes parisiennes. Et tu as été aussi au Mali, au Bénin en France, c'est ça? Tu as participé à des concerts là-bas. Oui, Et puis, tu es revenu à Toulouse, absolument. hein, c'est la ville de tes origines. Et donc, on te retrouve maintenant sur des grandes scènes de slam, hein, je vais en citer quelques-unes, Grand Festival, Rencontre Slam de Bretagne, Coupe de la Libre Slam de France, Nuit du Slam. Tu as été au Québec, à Montréal, et puis tu fais des tours de France, Paris, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Agen, Perpignan et d'autres villes en France. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette première présentation? Non, non, écoute, ça me semble exact, hein. Ça te semble exact? Ouais. Pourquoi être revenu à Toulouse, Seb Seb? Et ben écoute, ma foi, parce que comme m'en témoignent beaucoup de gens, je suis amoureux de cette ville, hein. Quand tu arrives à. Tu sais, il y a des gens qui me disent ça aussi, que quand ils arrivent à la gare de Toulouse, ils ont l'impression d'être chez eux. Et moi, j'ai toujours eu cette impression depuis tout petit. Et je pense que c'est indépendant du fait que ma famille vient d'ici. Mes parents se sont rencontrés ici à Toulouse. Ouais, Mais je crois que c'est voilà, c'est aussi vraiment un amour de la ville comme elle est maintenant, comme elle est aujourd'hui. c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mm. Pour être une adoptive de Toulouse, Et oui. adoptée par Toulouse. Pourquoi le zèbre? Alors, Le Zèbre, c'était un spectacle là, qu'on a tourné pendant 5 ans. D'accord. C'est effectivement cette fameuse histoire d'HPI. Ah, Tu sais, on me l'a raconté, moi, comme c'était rigolo quand je l'ai découvert. Justement, c'était à peu près l'année où je suis arrivé à Toulouse. Un de mes amis qui me l'a raconté. Et moi, au début, j'ai cru que c'était. Il me l'a raconté un peu comme une légende indienne, avant que je découvre et que je sache ce que c'était. Et donc, d'accord. il me disait, il paraît qu'il y a une personne sur 10 qui naît zèbre et qui est amenée ensuite à tuer son zèbre par la société, mais qui peut, quand cette personne-là devient adulte, réveiller son zèbre en elle. Et c'est seulement après que je me suis mis à chercher, notamment quand j'ai créé le spectacle, et que j'ai découvert effectivement que ça venait de cette affaire. C'est vrai. C'est vrai que le zèbre, c'est tous les HPI et je pense qu'on le voit avec la jeune génération qui arrive, avec nos enfants. Finalement, je pense que ça va devenir la norme. Moi, j'ai cette sensation des HPI, des 10, et puis que finalement, ça va être plus reconnu. Oui, peut-être aussi. En tout cas, effectivement, quand j'ai commencé à créer le spectacle et puis à le tourner, j'ai eu la discussion avec pas mal de mamans, ouais, qui m'ont parlé, à qui ça évoquait des choses, même avant que finalement ce concept-là soit inventé, quoi, qu'ils l'avaient vécu quand elles avaient élevé leurs enfants. Ouais.
complètement. Et c'est un sacré parcours, je confirme. Il semblerait. C'est un sacré parcours. Ta musique, elle est donc très inspirée du Mali, du Bénin, des musiques, de ce type de musique? Non, pas forcément. Non, pas forcément, non. C'est plutôt, il y a une inspiration qui vient essentiellement de la Jamaïque, au contraire, de Jamaïque. l'autre, de l'autre côté de l'océan, ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, comme tu l'as dit au début. Donc, je suis toujours très connecté en fait à ce qui se fait de façon très très actuelle dans l'île. Et je continue tous les jours à trier en fait la musique qui arrive de l'île. Et ça m'inspire beaucoup. Ouais. Même s'il y a un peu moins de scènes reggae dancehall qu'il y a pu y en avoir quand moi j'avais commencé, ailleurs dans le monde, je veux dire. Il se trouve que voilà, c'est des gens qui continuent d'inventer. Il y a cette créativité qui est vraiment en lien aussi avec le hip-hop, quoi, ou de cette Oui, idée que je fais pas la même chose que le voisin d'à côté, pourvu que même ce que je fasse soit nouveau et me surprenne moi-même, quoi, en gros. oui. Comment tu voyages avec tes idées? Je t'ai entendu sur une autre interview où tu disais que c'était la vie de tous les jours, des scènes du quotidien qui vont t'inspirer. Euh, comment, comment tu danses avec tes idées? Est-ce que tu as une idée déjà de la musique et puis des textes et ça élabore ou c'est vraiment quelque chose de vif et de fulgurant? Bah, ça dépend, il y a eu plusieurs périodes, il y a plusieurs inspirations aussi, hein, comme je dis souvent, moi, il y a des textes qui sont plus inspirés que d'autres, et donc il y en a qui peuvent sortir comme ça d'un jet naturellement, il n'y a plus rien à retoucher. Il y en a, c'est plus pénible, ça met plus de temps, ça dépend du sujet, encore une fois, ça dépend de la période. D'ailleurs, c'est pas forcément l'un ou l'autre qui est mieux, hein, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, hein, il se passe plein de trucs différents. Pas du tout. Et là, moi, ces derniers temps, c'est marrant que tu parles de voyage parce qu'il y avait ça aussi, justement. Le Zèbre, c'était un spectacle qu'on tournait à deux avec mon collègue To, là. Et on a fait beaucoup de routes, on a fait des voyages et beaucoup échangé aussi, du coup, sur la route. Tu vois, d'ailleurs, on est parti au Canada ensemble, notamment il y a 2 ans. Et puis après, de la route en France, des 5-6 heures de voiture, tu vois, à refaire le monde. Et notamment, là, une de mes dernières inspirations, c'est aussi quand même justement la politique et la théorie politique. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on discutait. Et puis on arrive dans des endroits où on rencontre des équipes qui organisent des festivals, des équipes et donc on discute avec les gens tout de suite et puis entre guillemets, on teste nos théories sur le terrain, quoi. Et c'est des choses qui nourrissent après, qui nourrissent effectivement les textes derrière, qui viennent voilà, poser la question de quoi le monde pourrait avoir besoin, quoi, sans penser que c'est moi qui vais le changer ou que c'est un de mes textes, mais voilà, qu'est-ce qui serait utile en fait que je raconte dans mes textes pour cette période-là qu'on est en train de vivre, quoi. Oui, tout à fait. Quelle est ta vision du monde? Ce que tu aimerais voir, que tu vois imagine, tu te projettes dans un monde idyllique, et c'est sûrement ça qui nourrit aussi peut-être ton inspiration. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le monde? Plus de justice, plus de Oui, bah oui, là, c'est d'équilibre. sûr que la soif de justice et d'égalité, là, en ce moment, elle est plus prégnante qu'elle a pu l'être, notamment même, je pense, pour les générations de nos parents, alors qu'elle l'était déjà d'ailleurs, hein. Mais là, je pense que c'est vraiment ce qui anime beaucoup les gens. Euh, donc oui, tu vois, après, j'ai pas comment dire, de format préconçu de ce qu'il faudrait je pense qu'il y a quelque chose à inventer à plusieurs. Oui, Moi, pour être même tout à fait honnête, je me reconnais, tu vois, plus non pas dans le Parti socialiste, mais dans la théorie du socialisme, en fait. oui. Voilà. Après, je suis très proche aussi j'ai beaucoup d'attention à ce que peuvent dire mes amis et camarades, si on peut dire communistes, anarchistes, libertaires. Enfin, tu vois, c'est plutôt cette mouvance-là, là, moi, qui m'inspire. Je sais que, en regardant de loin, là, comment s'appelle cette partie là du Mexique qui est devenue indépendante, le Chiapas, je crois, c'est ça, hein. Je Je sais pas crois, si oui. Ouais. et qui sont des gens là, voilà, qui ont réfuté le capitalisme et qui ont réinventé en fait une nouvelle société, alors qu'ils l'ont réfuté avec les armes, hein, c'était assez violent, je crois, euh, et qui ont créé une société dont l'objectif est celui-ci, quoi. Plus de justice, plus d'égalité. Je me demande si c'est pas un modèle peut-être, voilà, à suivre, qui pourrait être inspirant. Il existe déjà je crois que c'est en Inde, une communauté, une ville hein, qui s'est Oui, construite elle-même. Et puis, on le voit aussi avec des espaces, c'est toujours avec
au moment où j'avais pas coupé mon téléphone. Des espaces où les gens déjà partagent un logement, enfin un logement, partagent des ressources. Il y a une volonté de partage des ressources importantes, je trouve, depuis quelques années. Oui, oui, c'est ça. Tu vois, je suis pas. Etc., quoi. Tu dis pardon? D'espace, les gens essayent de trouver avec, je dirais, des idées communes, de former des communautés indépendantes d'une autre forme de gouvernement, de gouvernance. Oui, c'est ça. Tu vois, je suis militant engagé, mais je suis pas politicien. Du coup, puisque je suis Oui. artiste, je suis Et pas, oui, voilà, politiste ou tu vois, j'ai pas forcément d'idée sur la façon exacte dont il faudrait procéder. Mais voilà. En gros, je pense que tu te fais une idée un peu de oui, mon. oui. Mais disons que la politique, c'est l'organisation de la cité, comme le voyaient au début les Grecs, et Oui, oui. elle a été très déformée, mais c'est aussi de redonner la véritable voix au... Ce que j'entends, c'est que tu aimerais que chacun reprenne sa voix et toutes nos voix portent de manière équitable par rapport à l'organisation de notre vie en commun, quoi. Oui, après, tu vois, justement, typiquement, voilà, c'est un endroit où je suis pas, où je partage pas totalement, par exemple, les thèses libertaires. C'est que moi, à titre personnel, par exemple, porter une responsabilité ou porter la voix, par exemple, de mon pâté de maison, c'est quelque chose que je ne souhaiterais pas forcément, tu vois. Moi, Oui, bien sûr. j'aime bien l'idée de déléguer mon pouvoir et puis moi d'être occupé à autre chose, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Après, je serai adaptable, etc. Mais tu vois, les théories qui sont très intéressantes hein, de vote par tirage au sort ou des choses comme ça, là, c'est des trucs très inspirants. Je ne sais pas si je me mettrais moi dans les listes forcément de tirage au sort, tu vois. Ouais, je Voilà. comprends. Euh, donc aujourd'hui, tu as un nouveau spectacle qui va sortir, je crois, hein, qui est en préparation. C'est ça, absolument. La résidence, c'était en septembre, là, et du coup, à la Brique Rouge. Je vais le présenter pour la première fois. Donc, ce sera le 29 novembre à la Brique Rouge, à Ampalo, à Toulouse, au centre de quartier, là, avec la MJC Toulouse Ampalo. Essaie de venir. Ça ferait plaisir. Et puis, ensuite, peut-être que d'ici là, zut. Attends, je vais reprendre. Ouais. Ouais. Peut-être que d'ici là, j'aurai déjà d'autres dates à annoncer, je pense, mais quoi qu'il arrive, ça va tourner en gros de janvier-février 2025 jusqu'à l'été 2025, et puis après, on verra, quoi. De quoi parle sans dévoiler, hein, sans spolier les titres? Non, non, bah, on Et peut y tu- aller, hein. De toute façon, moi, là, j'ai passé une bonne partie de l'été à créer des nouveaux morceaux aussi autour de ça. Je cherchais aussi, tu vois, pour rebondir sur la discussion qu'on avait avant sur la politique, un endroit et un sujet sur lequel on puisse aussi justement rassembler des gens qui ont des opinions différentes, en fait. Hmm. Et donc, l'intention, c'est faite un peu naturellement de revenir à mes premières amours de texte et à parler de mon intime et des choses que j'ai vécues et d'un parcours psychiatrique en fait qui est loin derrière moi maintenant, mais qui est quelque chose qui a toujours nourri en fait en trame de fond l'inspiration de mes textes et comment dire, sans faire de la thérapie sur le dos des gens et justement sans trop de pudeur puisque je suis ce que les psychiatres appellent guéri. Et moi, j'utilise le terme rétabli parce que voilà, je fais quand même attention dans la vie de tous les jours. Je consomme pas de produits, je bois pas Ouais, d'alcool. Voilà, tu fais attention. Ouais. c'est ça. Après, bon, je jette pas la pierre d'ailleurs à ceux qui le font, hein, mais c'est juste que moi, ça me convient Oui, pas. c'est bah, par rapport, oui, oui, j'ai tout à fait compris. Et c'est inspirant aussi de parler de ça, pour te dévoiler, finalement montrer cette vulnérabilité qui en même temps peut tellement inspirer des gens qui seraient en situation complexe par rapport à ça. Oui, pareil, tu vois. Alors, je fais aussi attention à ça parce que tu vois, il y a comme je disais aussi pareil tout à l'heure pour la politique, tu vois, c'est pareil pour l'intime. J'ai pas la prétention d'être sur mes réseaux sociaux, tu sais, il y a marqué docteur Sepseb, Oui, mais à la base, c'était plutôt parce que d'abord sur Facebook, il fallait deux mots et j'avais pas envie de mettre Sepseb en deux mots. Pour moi, c'est en un seul mot tout attaché. oui, Et du coup, il fallait mettre quelque chose. Et puis j'avais un collègue à moi là qui me surnommait comme ça parce que j'ai quand même cette volonté, comme beaucoup d'autres, quoi, que les gens aillent bien autour de moi, qu'ils aillent, voilà, de trouver des solutions en fait quand les amis ont des problèmes ou la famille ou voilà.
Donc j'ai et même on peut le dire de façon tout à fait transparente, j'ai ce complexe du sauveur, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, qui Oui, fait que du coup j'ai beaucoup travaillé dans le social, voilà, auprès oui, d'un certain public. Mais justement, c'est pas aussi, voilà, je crois pas que je sois un soigneur au sens médical du terme. Je veux pas me substituer, si tu veux. Par exemple, moi, les gens qui m'ont sauvé, c'est les psychiatres, en fait. Tu vois. Pour moi, en tout cas, la psychiatrie, la prise de médicaments, la psychanalyse avec un psychothérapeute qui était aussi psychiatre, c'est des éléments qui étaient clés, en fait, dans mon établissement. Et donc, je veux pas oui, mais je prétendre que trouve, je suis capable de. Voilà. oui, mais je trouve vraiment intéressant que tu en parles Mm, parce que ça peut montrer que c'est possible d'aller vers quelque chose qui est plus équilibré. mm. Et l'artiste est là pour ça aussi, hein, pour transmettre son parcours. Et c'était en cela, je disais, c'est très inspirant. Oui, oui, complètement pour bousculer, tu vois, c'est un peu comme tu disais aussi tout à l'heure, tu vois, tu parlais d'une jeune génération qui est plus ouverte à délivrer ses diagnostics, les TDAH, les 10, les HPI, etc. Et j'ai l'impression parfois, alors tu vois, là, c'est vraiment un truc très généraliste que je vais dire, donc effectivement, il faut à chaque fois justement aller dans la singularité des histoires, sinon ça ne marche pas, Ah, bien sûr. mais qu'il y a une tendance aussi à, je saurais pas comment le dire autrement, hein, c'est peut-être un peu cash, mais à se dédouaner de certains comportements avec le diagnostic. Tu vois, moi, pour l'avoir expérimenté, il y a aussi à un moment se confronter au réel et s'adapter, quoi. Je veux dire, avoir une certaine souplesse, en fait, qui fait que du coup, tu vois, on rencontre le réel et on apprend avec nos failles à fricoter avec lui et puis à s'entendre, en fait, vraiment avec lui, quoi. Bien sûr. Et du coup, à trouver un équilibre parce qu'on on a pris en compte nos failles, mais qu'on a aussi pris en compte un monde extérieur qui nous demandait de les gérer, en fait. Oui. Je ne sais pas C'est-à-dire, comment dire autrement. ben, ce que j'entends, c'est que tu as pris tes responsabilités, tu t'es fait accompagner, tu as des gens qui t'ont soutenu, qui t'ont montré une voie, mais si toi, tu n'avais pas été actif là-dedans, tu pourrais accuser ou te mettre en position de victime par rapport à ce qui est en toi, quoi. Et que Oui, c'est ça. tu as agi avec, et c'est intéressant. C'est Parce ça. que souvent, on peut dire, ben voilà, je suis trouble de l'attention ou je suis 10 sur 10 et Mm. c'est à cause de ça que je réussis pas à faire certaines choses. Et on voit très bien aujourd'hui que, d'ailleurs, tu vois, avec ben, des handicaps, voilà, on peut dire ça comme ça, hein, que les gens, s'ils ont des rêves, ils peuvent réaliser leurs rêves. Oui, et c'est pour ça aussi, tu vois, que je disais que c'est singulier comme histoire, parce qu'il y a aussi un truc où, effectivement, il faut reconnaître que on peut pas demander, tu vois, pour faire l'analogie que j'aime bien, là, qui fonctionne très bien avec la maladie physique, aller voir quelqu'un qui est en fauteuil roulant et lui dire quand même, tu pourrais marcher, c'est vraiment pas bien. Tu vois, voilà. Il y a ce truc où je pense qu'il faut vraiment que ce soit aussi, quand je parle de singulariser, c'est ça, c'est que mon histoire n'est pas la même que celui d'à côté, et voilà, il faut faire attention à, Clairement. voilà, il y a tout ce jeu en fait des attentes de la société d'une part et puis des capacités de la personne à progresser ou pas. Et puis tu vois, il y a pas, enfin, il y a des injonctions qui peuvent être, comment on dit, contre-productives, hein, notamment, et puis même voilà, blessantes, quoi. Bien sûr. Oui, mais l'artiste, dans tes textes, les gens, ça peut faire un écho, je dirais, comme un reflet par rapport à chacun, à sa propre histoire. Et chacun, de toute façon, va prendre ton message à sa manière parce que je pense que parfois, tu t'es peut-être surpris toi-même de voir comment ton message, il est compris, et alors que c'était pas ce que tu voulais transmettre. Oui, 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 c'est ça. Moi aussi, pareil, de mon côté, il faut que j'accepte qu'il y a quelque chose qui m'échappe, ouais. Et Et que ce oui, que je fais là, du coup, c'est plutôt effectivement de l'ordre du. Je crois que le mot-clé, c'est témoignage, là, que je vais garder un peu dans ma note d'intention, voilà. ouais, c'est vraiment ça, ouais. Mm. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de la frustration parfois quand tu vois ton public qui va entendre autre chose que ce que toi tu as voulu dire? Si, un peu, et je dois avouer même que c'est, tu vois, c'est vraiment une des questions que je me pose. C'est pas vraiment de la frustration, là, c'est avant de présenter justement ce nouveau spectacle, c'est une question qui sera sûrement répondue sur le terrain. On verra comment ça se passe, mais c'est un peu une mise en abîme aussi, justement, parce que moi, j'ai vraiment ce truc où, pendant plusieurs années, donc quand j'étais à l'adolescence, j'étais un muet comme une carpe, en fait, et j'étais à l'hôpital pendant longtemps, et incapable de communiquer aussi parce que j'y croyais plus. Je croyais pas. Je croyais pas que ça servait à quelque chose
de parler. Et c'est dans un certain processus que je me suis rendu compte et qu'aujourd'hui, je défends l'idée que on peut communiquer, parler et se comprendre. Et je trouve ça intéressant et ça m'a réveillé, donc il y a bien longtemps maintenant, hein, mais ça m'a réveillé une curiosité, voilà, de l'autre, sur moi-même, voilà, d'essayer de démêler les choses à travers la communication plutôt que de les confondre et de les emmêler. Mm. Et donc la question que tu poses, tu vois, elle met ça en abîme. De toutes les façons, avec l'expérience aussi, parce que justement, je ne suis pas très pudique avec mon histoire, que c'est pas secret et que je la délivre un peu partout. De toutes les façons, je commence à voir un petit peu quelles sont les réactions des gens et qui sont de toutes les façons assez systématiquement, je vais dire, avec, je ne sais pas comment dire, pareil, avec beaucoup de respect aussi pour la façon dont les gens reçoivent cette histoire, qui sont à chaque fois pas tout à fait juste pour moi, on va dire. En fait, voilà, ça fait résonner des trucs. Par exemple, moi, tu vois, mon diagnostic, il est assez lourd et depuis que je m'en suis sorti, il y a régulièrement des gens de la famille ou des amis qui m'appellent parce qu'ils ont un proche qui est malade, tu vois, et je suis obligé de leur rappeler et de leur dire que le fait que je m'en sois sorti n'indique pas forcément le fait que leur proche va s'en sortir et que c'est des maladies graves et qu'elles sont mortelles et qu'il faut quand même voilà, faire attention à ça. Mais du coup, tu vois, voilà, je ne peux pas empêcher non plus l'idée qu'il y ait des gens qui nourrissent de l'espoir avec ça. Donc, voilà. Par exemple, tu vois, pour noter une des choses sur lesquelles il y a souvent une incompréhension. Écoute, on verra bien. J'ai un morceau d'ailleurs qui parle de ça dans le spectacle qui s'appelle Ils m'ont dit, qui est un Ah, peu toutes les réactions que j'ai eues, voilà, que je liste justement. ah, Mm. c'est très intéressant. Pour moi, c'est le travail de l'artiste, vraiment. Ce que tu fais, parler de toi comme ça, se dévoiler, c'est vraiment le travail de l'artiste. Pour moi, tu es dans ton, comment dirais-je, dans ton rôle d'artiste. Oui, je pense, ouais, ouais. Oui. Et Et puis on verra pareil plus tard. Je pense que je ne sais pas si ce sera au printemps ou je ne me mets pas d'urgence non plus là-dedans, mais je sortirai sûrement certains des titres enregistrés en studio, et notamment peut-être celui-là. ouais. Mm. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ton morceau, justement, tu l'enregistres en studio, puis tu le vois, il est monté. C'est toi qui composes les musiques? Bah, dans les précédents spectacles, c'était moi qui composais tout, ouais, et qui faisais rejouer aussi par des instrumentistes, hein, basse, guitare, percu, parfois clavier aussi, voilà, selon les morceaux. Euh, mais là justement, là, j'ai tenté une expérience. Là, j'ai fait appel à des beatmakers autour de moi et d'autres gens là pour voir un petit peu justement et être dans cette collaboration-là. Et ce que ça me fait plein de choses, hein. Pour la petite histoire, je te le raconte, j'ai eu un épisode assez rigolo récemment là où ça m'était jamais arrivé ça. J'ai une personne qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit voilà, je suis prof en collège et on a fait un spectacle contre le harcèlement scolaire avec mes élèves et on a introduit votre morceau Le Zèbre, qui est un morceau du précédent spectacle. Est-ce que vous voulez que je vous envoie la vidéo? Et donc j'ai dit oui, j'ai reçu la vidéo d'un petit gamin trop mignon là qui chante mon morceau par cœur sur scène. Et ça, je peux dire que ça fait quelque chose, ouais. C'est assez impressionnant. Et Tu du vois, coup, on a échangé. Je leur ai fait une petite vidéo pour les remercier. Voilà. tu vois l'impact que ça a. Mm. Justement d'avoir pu dire ça parce que il y a plein d'enfants et d'adolescents qui sont en difficulté par rapport aux étiquettes aussi qu'on peut leur mettre, Oui, et l'incompréhension qu'il y a dans les milieux, on va dire, scolaires et éducatifs. Et ce conditionnement qu'on a à vouloir être, tu vois, classé, et puis ben, si tu es hors norme, entre guillemets, euh, oui, c'est oui, plus oui. difficile pour certains. Et donc, je trouve que c'est pour ça que ça apporte beaucoup d'espoir et une voix unique. Et finalement, l'idée n'est pas que tous les enfants qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques deviennent des slameurs. Mm, C'est mm. que c'est une voie que toi, tu as pris et qui t'a réussi. Oui, oui. Et pareil, c'est aussi là où tu vois, voilà, je pense que ouais, moi je me réjouis par exemple pour ce gamin-là et je pense, enfin, j'imagine pas forcément qu'il devienne un slammer ou que ce soit qu'il en fasse son métier, mais en tout cas, s'il y a un endroit en fait dans le travail qu'il a fait justement, moi je crois beaucoup, si tu veux aussi, moi à quelque chose de, je sais pas comment dire, de diffus que le travail qu'on peut faire avec les autres êtres humains, quoi. Le jeune en question a fait du travail avec ses profs sur le sujet, tu vois. Ça a J'ai été un lieu d'échange, sûrement, par rapport au sujet.
C'est ça, et du coup, j'ai été un prétexte pour l'échange. Après, voilà, il y a moi, pareil, je le dis souvent quand on parle de ça, d'une forme de rétablissement, d'une blessure qu'on peut avoir. Je crois moins à la lecture, par exemple, de livres ou tu vois, ou de théories que au rapport avec un autre être humain. Là, tu vois, je t'ai parlé de. J'ai fait aussi des cours de chant avec un chef de chœur qui m'a servi en chorale, hein, dans un chœur d'homme, qui m'a servi de figure de père, vraiment, tu vois, voilà. Et je dis souvent aux gens, d'ailleurs, c'est pas forcément la psychiatrie, la panacée des nations, hein. Chacun a son truc. Ça peut être un prof de yoga, ça peut être une prof de chant, enfin voilà, tout est L'entraîneur, possible. enfin, Ouais, c'est ça. Mais moi, je crois beaucoup à l'autre être humain qui a déjà traversé des choses, si tu veux. Et dans ce travail-là, voilà, en direct, quoi. bien sûr, il y a des échos. J'adore le mot que tu utilises, le prétexte, hein, parce que finalement, tes slams, c'est des prétextes, hein. Des Oui, prétextes pour se rassembler, des prétextes pour vibrer la joie ou vibrer l'émotion que tu vas transmettre. oui. Ce nouveau spectacle-là, du coup, après le ZEB, là, donc, il s'appelle Rencontre, ouais, et Rencontre entre parenthèses S. Et l'idée aussi, c'est de faire quelque chose voilà, j'ai tourné dans un certain réseau avec des salles, tu vois, de 100, 120 personnes, des trucs comme ça. Mais l'idée, ce serait d'essayer aussi de revenir à un truc un peu plus dans la rencontre, avec une proposition. Déjà, comme je suis tout seul, pour moi, c'est moins de l'ordre de la musique que de la performance, tu vois, Hmm, sur cette. Voilà. bien Donc, sûr, je vais demander aux gens d'indiquer que c'est pas forcément un concert, mais que c'est une performance en musique, quoi. une rencontre. C'est ça. Et avec la proposition de faire un atelier d'écriture et une petite scène ouverte. Et puis vraiment que ce soit effectivement le prétexte à ce que sur le trottoir, ensuite, il y ait des langues qui se délient et puis des choses qui se disent, quoi. Génial. Mm. Comment tu gères ta carrière? Il y a quelqu'un qui gère ta carrière ou On est plusieurs, hein. Il y a toute une équipe. Il y a effectivement Contre-Courant Production, qui sont mes chargés de production depuis 10 ans maintenant, là, avec qui je bosse. Et puis, essentiellement, c'est eux. Il y a aussi, on peut penser à Café Blanc aussi, là, qui est une association qui est basée du côté de La Rochelle, avec qui je travaille beaucoup et avec qui, depuis plusieurs années maintenant, et puis que je connais depuis longtemps aussi, c'est des amis, et avec qui je pense qu'on va aussi renforcer le partenariat. Et après, il y a toute une galaxie de gens que je me garderai bien de citer parce que la liste est beaucoup trop longue. Mhm. Comment ont été tes débuts? Tu as commencé comment? À Euh, slammer dans des scènes ouvertes, à partager tes textes? Bah, le slam, c'est venu un peu après, moi. Les débuts, c'est vraiment reggae dancehall, quoi. C'est ça qui m'a donné envie de monter sur scène. C'est d'aller. Bah, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, j'allais dans les sons de système, hein, dans les soirées reggae à Paris, là. Et Mhm. en voyant les mecs derrière le micro, effectivement, il y a eu ce truc-là où moi, je me suis dit, j'ai envie de faire comme eux, quoi. Ah ouais. Et puis après, j'étais à l'hôpital pendant longtemps. Et en sortant de l'hôpital, la première chose que j'ai fait, c'est ça, c'est qu'on a organisé avec des copains des grosses soirées reggae à l'époque à l'Espace Masséna, qui était une des salles mythiques du milieu reggae français. Et puis ensuite, pendant 6 ans, j'ai tourné vraiment dans ce réseau-là. Euh, et puis j'ai arrêté de boire. Mhm. Et puis je me suis retrouvé dans les réseaux slam aussi par personnes interposées, notamment grâce à Shakyamuni, grâce aux copains aussi du 129H, là, qui est un trio de slammers et qui est aussi un studio d'enregistrement et un ingénieur du son qui était l'ingénieur du son de mon groupe en fait de reggae. D'accord. Et voilà, j'ai débarqué dans cette ouverture et dans ce monde un peu fou là des scènes ouvertes slam auxquelles j'ai adhéré et puis auxquelles j'ai accroché depuis, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'artiste, qui vit ça comme une passion et puis qui voudrait progresser? Bah écoute, il se trouve que je suis c'est un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure, hein. Pareil, ça fait le lien avec le rétablissement. Je pense que c'est très singulier. Je dirais pas la même chose à toutes les personnes, si tu veux. Et par exemple, il y a une action culturelle que je mène à la MJC en Palo là depuis un moment qui s'appelle le Studio des Loups, où j'ai des gens qui viennent en studio d'enregistrement avec moi. Donc le prétexte, c'est l'enregistrement de morceaux. Mais à travers ça, il y a souvent cette question-là, exactement celle que tu as Oui. formulée, qui vient se poser. Et du coup, je donne des réponses qui sont différentes selon les personnes, selon l'endroit où ils sont, selon l'avancement déjà de leur projet, selon ce que je Là. sens aussi qui est nécessaire, selon l'âge, effectivement. Et j'ai tendance à rappeler que c'est un milieu difficile, que politiquement, pour le coup, pareil,
le néolibéralisme, de la même façon qu'il est en train un peu de détruire tout le reste de la société, a beaucoup détruit notre milieu professionnel, je veux dire. Et tu veux Et dire par le fait que les musiques ne sont plus, enfin, sont disponibles, c'est ça que tu veux dire? il y a plein de choses, mais la privatisation généralisée tu vois, nous, en France, tu sais, on avait ce truc de ce qu'on appelle l'exception culturelle, qui D'accord? est un modèle qui est complètement opposé justement au modèle néolibéral à la base, hein. D'accord. Le système de subvention publique, le système de subvention par les droits d'auteur, D'accord. Oui, je et, comprends. l'intermittence du spectacle, tu vois, Oui, c'est voilà. Plus effectivement, voilà, tout un environnement où, enfin, à Toulouse, je ne sais pas si tu l'as vu, hein, mais la fermeture du Connexion, le oui, fait que le café qui s'appelle maintenant le Flashback, mais qui s'appelait l'Écluse avant, n'est plus en mesure de faire des grosses soirées comme il pouvait faire à son ouverture. Enfin voilà, il y a eu un paquet de salles, la Dynamo, qui ont fermé, toutes les salles justement intermédiaires de 200-300 personnes. Et ça, nous, on était un peu les derniers, en fait, hein, de Toulouse, à avoir quelques salles comme ça, là, mais enfin, dans d'autres villes, ça fait un moment qu'il n'y a plus. Il y a les centres culturels, il y a quelques salles comme ça, et puis il y a aussi les grosses salles. Après, on va tout de suite au Zénith, ou voilà, oui, qui n'est pas accessible pour des gens qui vont peut-être démarrer et puis qui n'ont pas c'est le ça. public, qui n'ont pas le public encore pour. Après, voilà, pareil, j'aurais toujours cette mesure-là, comme je disais tout à l'heure, où je vais dire aux gens que c'est un milieu difficile, pour répondre à la question que tu posais, tu vois. Et je vais aussi essayer de ne pas les démotiver, tu vois. Ouais, c'est D'autant ça, plus si c'est quelque chose d'important pour eux, bien sûr, il est quand même pas impossible d'arriver à quelque chose, je pense. bien sûr. Tu en es En là? tout cas, à partager sa musique, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, bien sûr. Écoute, on arrive au terme de notre entretien. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ben, d'abord, je voudrais te remercier de Ah, m'avoir mais invité. avec plaisir, hein. Je suis C'est très ça. heureuse. Ouais, Ouais. Et puis, c'est chouette, là, c'est rigolo aussi, ces liens qu'on a en commun, là. oui, Et puis voilà, bah ouais, ouais, il y a toutes les actus là, dans la page agenda, là, oui, sur mon site internet. je l'avais vu, oui. C'est ça. Et Je vais donc, le on le remettre mettra dans le. en lien, ouais, c'est ça. Et tu prévois une sepsep.net. tournée, juste après Oui, cette c'est ça. Bah, la tournée, expérimentation, tu prévois une tournée? oui, oui, la tournée, ce sera en 2025, je pense, voilà, de février à juillet, août. Il y aura sûrement 2-3 villes par mois, quelque chose comme ça, là, et ce sera tout annoncé sur mon site Super. Donc et sur les réseaux. Pardon? tu repars sur les routes. C'est ça. C'est chouette. Eh oui, oui. Et puis là, début octobre, les 2 premières semaines d'octobre, je suis au Canada pour le Festival international de slam poésie en Acadie. Alors, je t'ai cueilli au bon moment pour notre interview. Et ben, écoute, bon voyage chez nos amis canadiens. Yes. Qui, je crois, ont une grande culture aussi de hip-hop et sont Et de fans slam aussi. des Absolument. slams. Ouais, tout à fait. Merci, Seb, pour cette entrevue. Merci. Merci à toi. Et, à très vite. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.